regarde, Apple pèse déjà 300 milliards, jamais ils pourront être plus gros que ça. Ouais. Apple aujourd'hui, ça pèse 3 trillions. Les intérêts composés ne fonctionnent pas uniquement avec les dividendes. Par exemple, aux États-Unis, qui a fait 73% par an. C'est ça que je cherche vraiment, avoir une superbe constance, tu vois, dans le résultat. Pour l'investisseur, c'est beaucoup plus reposant de savoir qu'il y a une boîte en fin de compte en période de Covid qui a continué à faire du chiffre d'affaires et qui continue. En fait, comment je fais mieux que l'indice, c'est que chacune des entreprises que je sélectionne, parce que tu peux pas battre le marché par hasard. C'est-à-dire, si tu veux battre le marché, il faut vraiment sélectionner des entreprises où tu es sûr que tous les points sont bien respectés. Des fois, on regarde Google, on se dit, ils vont peut-être pas tarder à en verser un. Mais le pire, le plus dangereux pour l'actionnaire, c'est... Ça peut paraître difficile de trouver des actions en bourse. Il y en a des milliers, des centaines de milliers. On ne sait pas comment les analyser, avec quel indicateur est-ce qu'on peut utiliser pour mieux les trouver. Et justement, j'ai trouvé quelqu'un pour qu'on fasse un petit peu de tri au sein de tout ce qu'on peut nous proposer, même sur Internet. On peut tout voir et tout et n'importe quoi. Et je suis avec Roman Payet, justement, de la chaîne. Alors, je ne sais pas du coup comment t'appeler parce que la chaîne Roman Payet, du coup, pas encore trouvé un joli nom comme toi. Sequoia, c'est pas mal. Après, moi, du coup, c'est beaucoup méthode Trident, donc peut-être qu'un jour, ça s'appellera. Je pense que justement, je rajouterai peut-être un petit trident derrière. C'est Poséidon. Voilà. Peut-être un nom avec Poséidon, ça pourrait être vraiment stylé. Ouais, ça pourrait être sympa. Et du coup, Roman, oui, alors, un grand plaisir de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Sony. Et il n'y a pas de quoi, parce que c'est vrai que je regarde, quand je me suis formé en bourse, c'est vrai que tu fais ça depuis pas mal de temps. Tu es l'une des personnes, en tout cas, qui m'a inspiré lorsque j'ai commencé, parce que tu es quelqu'un qui se repose beaucoup sur les chiffres, sur le quantitatif, et justement, on va y revenir au sein de cette vidéo. Et justement, cette vision que tu as de l'investissement est très intéressante, parce qu'en plus de ça, cette vision et cette analyse te permet, toi, de battre le S&P 500 dernièrement. Donc j'aimerais justement, qui es-tu? Comment fais-tu justement pour réaliser de telles performances? Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Ouais, alors on va y aller doucement avec le S&P 500 parce qu'on va avoir une attaque des pro ETF dans les commentaires. Non, là c'est vrai que en fait pendant longtemps on m'avait dit c'est impossible de faire mieux que les indices, c'est ce qu'on entend beaucoup dans l'univers bourse. Et donc, je me suis vraiment lancé le défi parce que je commençais à être assez armé. Donc, en effet, j'ai commencé d'investir en 2017. Donc, ça commence à faire 5, 6, 7 ans, je ne sais plus trop. Mais je me suis beaucoup formé de manière intensive là-dessus. Ça me plaisait beaucoup et j'ai adoré ce que j'ai découvert. Et en effet, je suis assez... j'ai démarré avec les actions à dividendes. Et petit à petit, j'ai fait évoluer ma stratégie, mais je suis resté sur les actions individuelles. J'ai pas fait le pas vers les ETF, malgré tous les arguments justement qu'on me donnait. J'ai toujours trouvé que c'était un bon produit d'investissement, mais je me sentais plus à l'aise avec les actions individuelles, donc j'ai continué là-dessus. Et c'est vrai qu'une des critiques qu'on fait le plus aux stock pickers, donc aux gens qui sélectionnent leurs actions, c'est oui, mais au final, un ETF est beaucoup mieux que toi. Donc pourquoi tu te prends la tête à aller analyser des business? Donc moi déjà, j'adore aller analyser des business. Je trouve que c'est passionnant. Et je pense aussi qu'il est quand même possible de faire mieux si on sélectionne les meilleurs business du monde, ceux qui parviennent justement à faire mieux que l'ETF, qui à nouveau, l'ETF c'est une moyenne, une bonne moyenne, puisque c'est un ETF qui va essayer de se positionner, qui va rebalancer sur les plus grandes capitalisations du monde. Et donc je me suis lancé le défi, tu vois. Je me suis dit, allez, ça y est, ça fait maintenant 4-5 ans que tu investis en bourse, lance-toi le défi d'essayer de battre concrètement le S&P 500, montre si ça marche ou pas, si tu es capable de le faire. Et donc j'ai lancé un portefeuille, tu vois, c'était le portefeuille, il a été lancé faut pas que je dise de bêtises, en janvier 2023. Tout récemment, du coup. Voilà, c'est assez récent. Ça fait, donc on est à 15 mois. Du coup de performance pour l'instant. Donc tu vois, je peux pas dire regardez, c'est bon, j'ai gagné, parce que le défi c'est vraiment sur 5 ans. Je me suis lancé un défi sur 5 ans qui a un horizon, on va dire moyen terme, parce que je pourrais me lancer le défi sur 10 ans, mais dans 10 ans, on sait pas trop où on sera Internet. Donc je me suis dit déjà sur 5 ans, si j'arrive à battre le S&P 500 sur 5 ans, j'aurai, je pense, prouvé mon point. Et pour l'instant, les performances sont plutôt très sympas, puisque on est, donc je suis allé le chercher ce matin pour vraiment bien dire les chiffres, on est à 46,98% de performance sur ce portefeuille contre 34,12% pour le S&P 500, donc on est à 12,86% de performance en plus. C'est sur un an là, tu parles. Donc c'est sur je t'ai dit les 15 mois. Les 15 depuis mois, janvier 2023. Et là, au moment où on tourne cet épisode, on est en avril 2024. Voilà. Et ça, c'est une performance donc TWR, donc c'est Time Weighted Return, c'est ce qu'utilisent tous les gestionnaires de fonds. Ça évite en fait d'avoir, c'est-à-dire peu importe le montant que je mets sur mon compte de bourse, ça va pas, ça va pas affecter en fait le pourcentage de gain. Donc c'est vraiment un pourcentage. Si tu avais mis 100 € ou 100 000, tu aurais obtenu exactement la même performance. Donc je suis assez content de cette surperformance. Et maintenant, il va falloir évidemment continuer de bosser pour s'assurer qu'elle reste au-dessus du S&P 500 et qu'on continue à délivrer plus avec les actions qu'on a sélectionnées, quoi.
C'est vrai, il y a un truc que j'ai remarqué récemment chez toi, c'est qu'au début on était très, alors même moi, hein, tu vois, on était très dividende en fait. C'était vraiment notre stratégie qu'on voulait mettre en place, le fait d'avoir des revenus réguliers, des revenus passifs en complément de revenus. Et tu as fait donc un basculement vers plus le style quality, plutôt sur des actions de qualité. Pourquoi ce revirement et gardes-tu toujours cette stratégie à dividende? Alors, j'ai toujours, moi, les dividendes, c'est ce qui m'a fait rentrer dans la bourse et je pense que c'est ce qui me fera rester jusqu'au bout. Donc, j'ai toujours été amoureux. En fait, moi, quand j'ai découvert l'investissement en bourse, c'est vrai que c'était de me dire, waouh, je peux me créer une autre source de revenus que mon métier. Et c'était vraiment de se dire, bah, c'est génial avec les dividendes parce que mon argent va travailler pour moi. Ces entreprises vont aller faire leurs affaires et il y a une partie des bénéfices qu'elles vont me reverser. Et j'ai toujours trouvé que ça faisait extrêmement sens. Et donc, encore aujourd'hui, je suis, pour moi, sur une stratégie à dividende. Alors, certains feront le débat parce que souvent, en fait, derrière l'idée de stratégie à dividende, on va mettre certaines actions en fait. Il y a des gens, voilà, stratégie à dividende, ah ok, t'achètes du Total, tu vois, ou stratégie croissance, ah ok, t'achètes Tesla. Mais en fait, c'est tout dépend ce que tu mets derrière le terme. Pour moi, une stratégie à dividende, ça veut dire que tu achètes des entreprises qui versent un dividende. C'est tout. Donc moi, en effet, dans mon portefeuille, j'ai que des entreprises qui versent un dividende. Mais certains considèrent que le dividende, je sais pas, de Microsoft ou d'Apple, il n'existe pas parce qu'il est tellement petit qu'il n'existe pas. Ben, si, il existe, il est là. Ouais. Et l'avantage, et je pense que tu en parles aussi beaucoup sur ta chaîne, c'est que tu pars avec un dividende, un rendement de dividende qui est plus petit, mais tu as une croissance qui est beaucoup plus importante. Et tu as également, c'est-à-dire que c'est pas le beurre, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les gains en dividende et également les gains en plus-value, c'est-à-dire l'action qui va vraiment continuer de s'apprécier dans le temps. Et ça, c'est super important parce que, évidemment, en bourse, là, je parlais de performance, on parle de performance en rendement total. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est ce que tu gagnes en tout. Et en effet, l'erreur qu'on fait beaucoup avec les dividendes, c'est qu'on va se dire waouh, cette action me verse 10% de rendement. On parlait en off tout à l'heure de Altria, mais si tu prends 10% de rendement de dividende et que derrière l'action perd 20% de valeur, techniquement, tu as perdu 10%. Voilà. Donc, dans ce cas-là, voilà, même si l'action a fait 10 et moins 10, tu vois, autant prendre ton argent et te le verser toi-même, c'est la même chose. Donc, en effet, il faut vraiment se méfier du dividende parce que je pense que c'est une super manière d'avoir des revenus passifs. C'est aussi une preuve, en fait, que le management tient à ses actionnaires. C'est vraiment une manière de dire, regardez, on a fait du profit et on vous le reverse. Ça force aussi à se concentrer sur des entreprises qui sont profitables. Donc pour moi, il y a énormément d'avantages à se concentrer sur les actions à dividendes. C'est juste qu'il faut sélectionner les bonnes. Sur les actions à dividendes, d'ailleurs, parce que tu restes toujours dessus, d'après ce que j'ai compris, mais du coup, tu prends des rendements qui sont plus petits. Pourquoi est-ce que tu prends des rendements plus petits et pas plus hauts, justement ? Alors, c'est mécanique, hein. C'est-à-dire si je pouvais avoir des rendements plus hauts, j'irais chercher des rendements plus hauts. En fait, je cherche les meilleures actions et généralement, ce qu'on constate dans les meilleures entreprises, leur valorisation, elles sont mieux valorisées par le marché. Forcément, elles sont plus chères, entre guillemets. Mais à nouveau, la qualité se paye en bourse. Et donc, tu la payes plus cher. Donc, forcément, tu as un rendement de départ qui est plus faible. Mais à nouveau, tu as à côté de ça un business qui est beaucoup plus solide et avec lequel tu dormiras bien mieux la nuit, quoi. C'est cette question aussi que je revenais régulièrement là, sur le dernier podcast que j'avais fait avec Jolan et Clément. Justement, on parlait de ce dividende. Est-ce qu'il permettait d'enrichir vraiment cet actionnaire ? Toi, quelle position est-ce que tu as là-dessus, justement, sur ce débat ? Alors, du coup, on en a conclu sur le podcast qu'il y avait pas, c'était un faux débat. Mais toi, quelle est ta position là-dessus ? En fait, je pense que c'est un faux débat et j'ai écouté d'ailleurs votre discussion. Et en fait, moi, il y a même un élément pour moi là où toutes les comparaisons en fait tombent. C'est que tu ne peux pas comparer une entreprise qui verse un dividende à une entreprise qui n'en verse pas. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dire ok, celle-ci, elle verse 1% de dividende, mais si elle n'avait pas versé, ça serait mieux. C'était ça, tu sais, le débat. Parce que si elle n'avait pas versé, elle n'aurait pas payé des impôts ou quoi. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est si cette entreprise n'avait pas versé un dividende, qu'est-ce qu'elle aurait fait avec cet argent ? C'est ça, ouais. Et est-ce que cet argent aurait été bien investi et est-ce qu'il aurait rapporté plus ? Et généralement, ce que tu constates, c'est qu'une entreprise qui décide de verser un dividende, c'est une entreprise qui se dit, écoutez, on a tellement d'argent qu'on a un peu fait toutes les manières qu'on avait intelligentes d'investir notre argent. Et donc, si on garde cet argent-là, on va rien en faire. Donc, en fait, il vaut mieux vous le distribuer et que vous puissiez le réinvestir si vous voulez de nouveau gagner 10% dans des entreprises potentiellement qui ont plus ou juste pour vous, personnellement, tu vois. Donc, en fait, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est une décision d'allocation du capital et c'est aussi quelque chose que je regarde beaucoup dans les entreprises que j'investis. C'est donc l'entreprise, à nouveau, pas toutes les entreprises, mais celles qui sont bonnes arrivent à générer un excédent de trésorerie, donc du free cash flow. Et avec ce free cash flow, elles peuvent le mettre en réserve, elles peuvent le réinvestir dans des projets, elles peuvent rembourser leurs dettes, elles peuvent racheter leurs actions, elles peuvent verser un dividende. Et le dividende, c'est un peu le dernier truc que tu fais une fois que tu as fait toutes les autres options et que tu te dis, bon, là, on a tout fait. Donc, j'aime bien parce que c'est des entreprises généralement qui font tout. C'est-à-dire que généralement, les bonnes entreprises qui versent un dividende, elles rachètent leurs actions, elles n'ont pas beaucoup de dettes. Elles investissent aussi beaucoup dans des projets rentables. On regarde évidemment le payout ratio. On ne veut pas que le taux de distribution du dividende soit trop élevé. Parce qu'une entreprise qui verse 90% de son dividende,
voilà, des Total, du tabac, du pétrole, on sait que ça veut dire, voilà, c'est un aveu de faiblesse. En fait, c'est le management qui dit, les gars, on ne sait pas quoi faire de cet argent parce qu'on n'a plus de projets dans lesquels investir. Donc moi, c'est très important. Je veux des boîtes qui investissent dans des projets qui sont rentables et qui vont leur apporter plus d'argent. Là où, pour moi, le dividende, il est bien, parce qu'évidemment, la critique qu'on pourrait faire, c'est de dire, du coup, si l'entreprise verse un dividende, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment de projets dans lesquels investir. Sauf que ce qu'on constate, c'est que tu as des entreprises, je sais pas, on va citer peut-être des Amazon ou tu vois, des entreprises qui ont tellement de cash qu'elles dépensent, et puis au moment, elles le mettent dans des projets qui sont pas rentables et qui te font perdre de l'argent. Donc tout le débat est là, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je pense que le dividende c'est bien parce que ça force un peu l'entreprise à se dire, allez, je m'en verse un petit peu pour moi parce que tout ne sera pas rentable et je me concentre, et je pense que ça force en fait l'entreprise à se concentrer sur les opportunités qui peuvent être les plus rentables. Donc comment on mesure le rendement que peut obtenir une entreprise par rapport à ces opportunités-là? C'est le fameux ROCE. ROCE qu'on va parler prochainement. Et c'est ça en fait, tu vois, on regarde si les rendements sont bons et au bout d'un moment, une entreprise qui est smart, elle va se dire, ok, là, je vais pas cramer mon argent dans des projets qui rapportent pas assez. Donc, je préfère le distribuer à mes actionnaires. Et il y a vraiment, et ça, Warren Buffett l'explique très bien, pourquoi Warren Buffett ne verse pas de dividendes. Pourquoi est-ce qu'il ne verse pas de dividendes? Avec Berkshire Hathaway. Avec Berkshire Hathaway. Il veut garder énormément de cash pour pouvoir réinvestir après à côté. Mais la grosse différence d'un Warren Buffett par rapport à une autre entreprise, c'est qu'il n'a aucune limite. Tu vois? C'est-à-dire que lui, en fait, il peut investir dans tout ce qu'il veut. Ah oui, clairement. Il peut racheter tout ce qu'il veut. Si demain, Mastercard se dit, je vais racheter une compagnie qui fait des trains, on va lui dire, mais non, c'est pas ton business, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en effet, il y a certaines entreprises où ça fait sens de ne pas verser un dividende parce que les opportunités de réinvestissement sont très importantes. Et donc, typiquement, Amazon, c'est un peu, ils veulent tout faire. Donc, en effet, il y a pas forcément. Voilà, ils arrivent à déployer leur capital. Et c'est une des rares entreprises, d'ailleurs, Amazon, qui est parvenue à déployer son capital dans plein de domaines différents et quand même avoir du succès. Mais pour la majorité des entreprises, elles sont concentrées dans leur secteur. Et au bout d'un moment, quand tu es le market leader et que tu as investi tout ce qu'il faut dans ton développement et que tu as bien bloqué ton marché et que tu as bien investi dans tout ce qu'il fallait, moi, je préfère que l'entreprise me reverse un dividende plutôt qu'elle fasse. Donc là, on a parlé de réinvestir dans des projets bidons, ça existe. Mais le pire, le plus dangereux pour l'actionnaire, c'est les M&A, c'est les fusions, les acquisitions. Et ça, il y a beaucoup de dirigeants qui adorent ça, tu vois. Et il y a des études qui montrent, en fait, tu as 3/4 des acquisitions qui ne rapportent pas d'argent à l'actionnaire. Donc, en fait, quand une grande entreprise dit « Oh, les gars, on a racheté une autre grande entreprise », alors les petits rachats, des fois, ça peut être malin parce que ça vient renforcer le produit existant. Mais les gros rachats, tu vois, quand c'est des milliards et des milliards, tu sais que 3 fois sur 4, tu vas perdre de l'argent dans l'histoire. Et c'est ton argent. Et cet argent-là, c'était ton argent. Ils auraient pu te le verser en dividende, tu vois, cet argent-là. Ça me fait penser, pareil, je ne sais pas si tu as lu le livre de Peter Lynch, Si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Il y avait une phrase, et ça, je l'ai marqué dans mon bouquin. En gros, je l'ai surligné. C'est en fin de compte, il reprenait une phrase du président de Pennzoil en disant bien qu'il y a certaines entreprises, en fin de compte, qui ne versent pas des dividendes, tellement qu'ils ont du cash, ils se mettent à pisser dans le vent. C'était un mot comme ça, genre en fait, ils ont tellement de cash qu'ils ne savent même plus où est-ce qu'ils doivent l'investir. Et c'est des entreprises qui ne versent pas de dividendes et du coup qui peuvent aussi faire perdre de la valeur aux actionnaires. Bien sûr. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu investis vraiment. Est-ce que ce projet il va être rentable pour l'entreprise? Et ça, c'est très difficile. Et moi, depuis que j'ai entendu cette phrase-là, tu vois, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est vrai. Et comme tu dis, une entreprise qui verse des dividendes, elle est capable de mieux gérer en tout cas sa trésorerie. Elle fait beaucoup plus attention en tout cas où est-ce qu'elle le verse parce qu'elle sait qu'elle doit racheter des actions. Elle peut verser des dividendes et elle s'est bien cloisonnée comme ça sur plusieurs étapes. Et justement, parce que là, on a dit, on commençait à partir un peu sur tous les critères et c'est l'objectif vraiment de ce podcast. Ouais. C'est en fait, on va vous présenter donc 5 critères que Roman utilise justement pour sélectionner ses actions. Alors, actions à dividendes, actions quality, on va rester vraiment sur ça. Et il va nous lister 5 pour qu'ensuite vous puissiez les utiliser à votre tour. Ceci, petit disclaimer, comme d'habitude, on ne donne pas de conseils en investissement, d'accord? Faites bien vos propres recherches à côté. Et voilà, parce que je sais que tu fais des très bonnes performances. Du coup, comme tu l'as dit, tu fais plus de 40% comparé au S&P 500 qui en fait 34%. Et j'aimerais savoir donc comment est-ce que tu fais? Quels sont les 5 critères en tout cas que tu utilises pour battre, en tout cas pour repérer des perles rares, vraiment des pépites, des joyaux en bourse? Bon, à nouveau, dans 5 ans, hein, tu vas battre. Pour l'instant, je partage de manière transparente et on verra. Ça se trouve, j'échouerai, ça se trouve, je réussirai. Dans tous les cas, je pense que ça sera une belle leçon d'apprentissage de se lancer ce défi, en fait, d'essayer de faire mieux que les indices. Alors oui, tu m'as lancé le défi 5 critères. 5 critères. Ce qui est chaud, c'est que j'en utilise 29. Donc, comment on fait? Si tu veux, alors on va parler plutôt à des débutants. C'est plutôt, voilà,
qui souhaitent commencer en bourse, si on veut commencer sur des critères qui sont assez simples, sans trop complexifier. Moi, j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de te donner des idées. J'ai envie vraiment que tu me donnes un maximum. Après, en vrai, les 29, tu vois, je peux les passer aussi, ça peut aller assez vite. Et puis surtout, c'est des familles, en fait. Moi, je réfléchis en termes de famille. Donc finalement, en termes de famille, je pense que je suis à peu près à 5 familles. Je vais avoir des critères sur la performance. Donc j'aime bien regarder la performance passée. Donc ça peut faire débat. Alors la performance passée, du coup, là, on va parler plutôt du momentum. Donc pas forcément le momentum, mais plus, j'aime bien voir qu'une action a déjà battu le marché par le passé. D'accord, ok. Donc, je regarde la performance totale sur les 10 dernières années, donc, annualisée de l'action. C'est intéressant. Du coup, en fait, tu compares l'indice. Est-ce que tu prends le même indice, par exemple, je sais pas, on prend du LVMH, est-ce que tu le compares par rapport à son indice de référence qui est le CAC 40, par exemple? Non, parce que pour moi, ce concept d'indice de référence, ça fait pas forcément sens. Parce que pour moi, mon indice de référence, je veux faire mieux que le S&P 500 qui est le meilleur. Tu vois, donc je veux faire une performance. Voilà. En bourse, on dit qu'on gagne à peu près 10%. Mon objectif, c'est de faire 15 ou 12, tu vois. Mais en tout cas, de battre le marché de 2, 3, 4 points par an. Et donc, j'aime bien voir une entreprise qui est déjà parvenue à faire ça. Parce que pour moi, les gagnants continuent de gagner. Exactement. Tu sais, c'est l'effet Lindy un peu, c'est ça là. C'est ça. C'est un peu. Il y a beaucoup de gens qui vont dire le passé ne présage pas forcément du futur, mais je pense qu'il y a quand même des recettes. En fait, il y a certaines choses qui ont très bien fait ces entreprises-là. Et si elles continuent d'avoir les mêmes caractéristiques qui ont fait leur succès, il y a moyen que sur les 10 prochaines années, elles continuent encore. Donc évidemment, il y a des limites à ça, mais je trouve que c'est déjà un indicateur. Tu vois. Et je vais déjà me dire, si je commence à analyser une boîte et je vois que sur les 10 dernières années, elle a fait 3% par an de rendement, je vais me dire, OK, alors explique-moi comment tout d'un coup tu vas m'apporter 15% par an. Tu vois, qu'est-ce que tu vas changer? Il faut qu'il y ait un changement parce que actuellement ça marche pas. Et 10 ans c'est assez long. C'est-à-dire que tu peux pas juger. Voilà, on sait tous en 2022 c'est les actions pétrolières qui ont explosé. Enfin, tu vois, tu peux toujours trouver des actions gagnantes sur une année spécifique. Nous, on investit sur le long terme, donc 10 ans, je trouve que c'est suffisamment long pour se dire que c'est pas un coup de chance. Si une entreprise a fait 20% par an, tu vois, sur mon tableau, j'ai même, je peux trier par performance. Et t'as en effet des boîtes qui ont fait. Je pense que on va regarder la boîte qui a fait la plus grosse performance sur les 10 dernières années. Et tu vois, on a du Celsius, par exemple, aux États-Unis, qui a fait 73% par an. Donc là, c'était des toutes petites boîtes qui ont vraiment explosé. Donc moi, c'est pas forcément ce que je recherche. Mais voilà, premier critère, tu vois, se dire, est-ce que la boîte a déjà battu l'indice sur les 10 précédentes années? Donc, est-ce qu'elle a déjà eu une belle performance? Donc tu prends, justement, là, tu étais revenu. Alors ça pourrait être un critère aussi parallèle à ce premier critère. Est-ce que tu préfères débat small cap ou large cap? Pour moi, il n'y a pas de small cap ou de large cap. En fait, je me dis juste, je vais essayer de trouver les meilleures entreprises possibles. Meilleure. Moi, j'ai du mal avec les small caps. Mais j'ai aussi un peu du mal avec les small. En fait, c'est plus que je pense que naturellement, tu as envie de en fait, on en parlera peut-être plus tard dans la partie qualitative, mais moi, j'ai besoin d'avoir un espèce d'accrochement avec l'entreprise. J'ai besoin d'un peu de la connaître, d'être un peu client, etc. Donc, naturellement, tu vas te tourner parmi les meilleures boîtes vers des entreprises qui te parlent, où tu comprends. Tu vois, Apple, je comprends. Je suis client, je vois ce qu'ils font, etc. Tu me parles en effet d'une toute petite boîte. C'est plus compliqué. Donc moi, dans ma réflexion, ça a jamais été de me limiter forcément au large cap, mais c'est de commencer avec les boîtes les plus connues. Et donc là, actuellement, tu vois, par exemple, on s'est limité aux boîtes qui pèsent plus de 10 milliards. Je pense que ça permet d'avoir une bonne liquidité, ça permet d'avoir des entreprises qui ont aussi plus d'historique, qui sont plus dominantes sur le marché. Donc après, il y a des débats, il y a des gens qui disent que c'est plus compliqué à analyser une large cap ou une small cap. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que les large cap, alors il y en a certains qui vont dire oui, les large cap, toutes les infos sont là et donc tout le monde peut. Ouais, enfin, il y a des large cap, il y a 10 ans, toutes les infos étaient là, elles ont quand même fait des super performances. Donc, pour moi, la taille de l'entreprise, je pense que les gens se focalisent trop là-dessus en se disant regarde, Apple pèse déjà 300 milliards, jamais ils pourront être plus gros que ça. Apple, aujourd'hui, ça pèse 3 trillions. Donc, en fait, tant qu'il y a des gens qui continueront d'acheter, en fait, les boîtes peuvent quand même continuer de grandir. Évidemment, plus la boîte est grande, plus ça devient difficile de faire des énormes performances. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut quand même aller se tourner vers des entreprises qui ont un potentiel de croissance suffisant. Donc ça, on va regarder évidemment les estimations des analystes, etc. Mais voilà, on est parti un peu en dehors de tout ça, mais tout ça pour dire pas de limite tant que je vois une boîte qui a encore des capacités de se développer. Ouais. Parce que c'est vraiment ça que j'ai du mal avec les small caps, c'est que je me dis elles n'ont pas assez d'antécédents vraiment historiques, je veux dire en termes de performance historique, tu vois, qu'on puisse suffisamment les analyser sur une période de temps plus large, tu vois ce que je veux dire? Et moi j'aime bien prendre les large caps comme tu dis parce qu'il y a aussi je trouve qu'on peut mieux les comprendre également. Alors je dis pas que les small caps on les comprend pas du tout, qu'il y a certains business qui sont très très flous, mais je trouve que c'est moins palpable et ils ont pas suffisamment de maturité pour leur faire confiance, je trouve, moi personnellement. Après il y a des small caps qui sont bien installés, mais je trouve que
en termes de confiance et avec les investisseurs, je trouve que c'est pas, j'ai pas ce feeling avec par rapport au large cap. Après, tu peux te faire racheter une small cap, c'est ça qui est intéressant. Tu peux avoir. Nous, on avait Activision Blizzard qui n'était pas une small cap en plus, mais qui s'est quand même fait racheter par Microsoft. Donc c'est plutôt intéressant quand tu achètes on l'avait acheté à 70 ou même 60 et elle se fait racheter à Microsoft à 95. Donc tu es plutôt content de te faire racheter. Enfin, bon, c'est toujours embêtant parce que tu perds aussi ta boîte. Mais c'est vrai que j'ai pas suffisamment creusé les small cap. Je sais qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Probablement que tu trouves peut-être plus d'opportunités ou plus de choses. Moi, je pense, comme tu disais, c'est que c'est aussi des petites boîtes qui peuvent se faire, à mon avis, plus rapidement écraser par des gros players aussi. Si jamais il y a des gros players qui décident d'attaquer leur segment, ça peut devenir chaud. Donc, à nouveau, s'ils se font racheter, c'est plutôt bon. Mais s'ils se font attaquer, voilà. Et je pense qu'en effet, plus tu es sur des petites tailles d'entreprise, plus tu as intérêt à bien connaître quand même le secteur, comprendre ce que fait la boîte et tout. Enfin, c'est valable dans toutes les entreprises, mais en particulier sur les petites boîtes qui généralement vont reposer leur avantage compétitif sur vraiment un point spécifique qu'il faut bien comprendre. Puis c'est beaucoup plus volatile en soi. Faut être, je trouve, beaucoup plus accroché. Quand tu regardes, tu vois les deux indices, quand tu prends le small cap, alors tu avais le S&P small cap, même le MSCI World small cap, et l'autre, tu vois vraiment qu'il y a beaucoup plus de volatilité sur des petites valeurs. Donc même psychologiquement, il faut être prêt, je pense, à subir des plus fortes hausses et des plus fortes baisses. Donc c'est une autre catégorie. Mais c'est poids plume, mais il faut je crois que c'est un facteur de surperformance quand même parmi les facteurs étudiés. La taille, plus l'entreprise est petite, je crois quand même, généralement plus il y a des moyens de se développer. Maintenant, tu as aussi beaucoup de petites entreprises à nouveau qui vont nulle part, donc il faut vraiment se méfier de ça. Et puis je me méfie aussi beaucoup des indices, parce qu'en fait les indices small cap, ils ont plein de soucis, notamment parce que en fait, quand une entreprise devient plus grande, elle rentre dans l'indice big cap. Donc en fait, il faut faire très attention, c'est-à-dire que tu as un phénomène en fait dans ton ETF small cap qui fait que si l'entreprise réussit trop, elle sort de ton ETF, tu vois. Et au contraire, l'entreprise qui descend et qui était avant une large cap, elle rentre dans ton small cap. Donc en fait, y a des trucs comme ça sur les ETF, faut faire attention. C'est encore différent d'investir en ETF versus sélectionner ses propres small cap. Tu vois. Ouais, en gros, relégué quoi. Ça passe de Ligue 1 à Ligue 1 à régional. national. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, faut faire très attention. Ok, donc premièrement, performance. Deuxième critère, où est-ce que tu voudrais nous emmener ? Alors, pour rester juste sur la performance, ce que j'aime bien faire, parce que le truc, c'est que des fois, tu as des performances qui sont explosives. Parce que tout d'un coup, coup de chance, l'entreprise a sorti un truc énorme et en fait, elle explose son marché alors qu'avant, elle allait nulle part et elle faisait rien. Tu vois. Ça m'intéresse pas trop. Parce que je me dis, c'est pas reproductible en fait. C'est un coup de chance que l'entreprise elle ait fait 76% par an de croissance. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt des entreprises qui sont constantes dans leur performance. Et donc, ça, je peux le mesurer grâce à un critère qu'on appelle la linéarité. C'est assez complexe à mesurer, mais en fait, tu vas prendre le prix chaque fin de mois sur les 10 dernières années et tu vas aller mesurer en fait à quel point ça monte comme ça. C'est-à-dire que si ça monte vraiment en ligne droite, ça va être une linéarité de 100%. Si ça descend comme ça, c'est une linéarité de 0% ou même de moins 100%. Et donc, plus ce chiffre de linéarité est faible, plus je vais me dire, il y a eu probablement beaucoup de volatilité dans le cours de l'action. Et donc, probablement que cette entreprise, ce n'est pas justement une entreprise qui est constante en fait. En fait, je cherche des actionnaires aussi qui restent avec la boîte, tu vois, et une boîte qui ne déçoit jamais en fait. Parce que c'est ça en fait qu'on veut, c'est vraiment une entreprise il y a une crise, les résultats sont là. Il y a des mauvaises nouvelles, machin, les résultats sont là. Quoi qu'il arrive, en fait, sur les 10 dernières années, les résultats ont toujours été présents. Et donc, c'est ça que je cherche vraiment, avoir une superbe constance, tu vois, dans le résultat. Et donc, ce critère de linéarité, il me permet de mesurer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu tries par linéarité, tu vas retrouver des entreprises. Tu vois, là, je te trie tous les boîtes qui pèsent plus de 10 milliards par linéarité. On retrouve quoi ? Waste Connection, c'est de la gestion de déchets. McDonald's. Waste Management. Deutsche Börse, donc ils ont des places boursières, il me semble. Il y a Visa. Il y a du transport ferroviaire. Donc en fait, tu retrouves énormément de boîtes où c'est pas forcément toujours les meilleures performances, mais c'est des performances qui sont extrêmement constantes. C'est constant, et donc pour moi, avoir à la fois la performance et la linéarité, c'est excellent. Et cette linéarité là, pour l'instant, je la mesure, on a dit donc sur la performance, mais j'aime bien aussi la mesurer sur le chiffre d'affaires, sur des fondamentaux. Parce que à nouveau, c'est toujours pareil. Tu veux essayer d'avoir vraiment une belle constance et éviter d'avoir des boîtes qui fluctuent beaucoup parce que tu sais pas ce qui va se passer quoi. Non, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la linéarité, et même d'un point de vue psychologique, pour l'investisseur, c'est beaucoup plus reposant de savoir qu'il y a une boîte en fin de compte en période de Covid qui a continué à faire du chiffre d'affaires et qui continue. Donc tu dis en période de crise, on a vécu vraiment une pression psychologique énorme. Tout le monde, enfin ça, quand tu vois la baisse qu'on a eue sur la S&P 500, c'était plus de 35% pendant le Covid. C'était énorme, tu vois. Et à ce moment-là, quand tu vois certaines boîtes, quand tu vois en plein Covid, quand tu vois la queue du McDonald's qui fait avec les tonnes de bagnoles et qui passe, tu fais en fin de compte le McDonald's ça tient bien. Tu as des boîtes qui sont plus résistantes. De
manière générale, les actions à dividendes déjà baissent moins généralement en crise que les actions normales. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que bon, alors le Covid, c'était particulier parce que c'était une crise aussi qui, tu vois, forcément, il y avait des entreprises, tu vois, si tu faisais des paquebots, tu baisses beaucoup plus parce que tu sais que toutes les croisières vont être annulées. Donc c'était très spécifique. Mais en effet, de manière générale, dans les ralentissements économiques, c'est les boîtes qui fournissent des biens essentiels qui continuent. Et moi, c'est une de mes questions dans la qualité. Je cherche des boîtes où je me dis, voilà, même si demain c'est la crise, il n'y a plus de thunes, on continuera d'acheter les produits de cette entreprise parce que ces produits sont juste indispensables en fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi sur ça, entièrement. Deuxième critère ? Et ben on continue. Donc une fois qu'on a regardé la performance, ce que j'aime bien regarder, c'est le chiffre d'affaires. Donc ça c'est très classique, tout le monde comprend. Combien l'entreprise a vendu. Je regarde le chiffre d'affaires brut. Et l'idée, c'est d'avoir une belle croissance sur ce chiffre d'affaires. Donc à nouveau, je regarde un petit peu la moyenne du S&P 500. On va être entre 6, 7, 8% par an de croissance sur le S&P 500 en chiffre d'affaires. Donc évidemment, ça varie parce que la composition même du S&P 500 varie. Mais du coup, moi, l'idée, ça va être d'aller choper des boîtes qui font mieux. En fait, comment je fais mieux que l'indice ? C'est que chacune des entreprises que je sélectionne a des performances qui sont meilleures. Et donc typiquement, sur mon critère de chiffre d'affaires, si j'ai une boîte qui fait plus de 10% par an, ça va m'intéresser. Voilà. Et évidemment, je mesure ça donc on a dit, je regarde la linéarité du chiffre d'affaires et je vais mesurer la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, sur 5 ans et sur 1 an. C'est le chiffre d'affaires, la croissance annuelle du chiffre d'affaires, c'est le compound annual rate. Voilà, c'est le compound annual growth, donc ce qu'ils appellent le CAGR. Donc en gros, c'est vrai que c'est un peu particulier en bourse parce que si vous voyez par exemple, si vous faites un calcul de taux d'évolution entre l'année 2010 et l'année 2020 et que vous voyez 100%, vous avez dit, OK, il y a 10 années qui sont écoulées, 100% divisé par 10, ça fait 10% par an. Et ben non, parce que justement, il n'y a pas les intérêts composés. Et donc, il faut faire attention avec les maths. Et donc, il y a une formule CAGR, vous pouvez taper formule CAGR sur Internet, vous allez trouver, ou vous demandez à ChatGPT, il vous fera l'explication de la formule. Et en effet, c'est une formule un peu différente où tu as une exponentielle pour prendre en compte le fait que c'est bien un rendement annualisé et pas un rendement total, quoi. Et donc, toi, vraiment, sur le rendement annualisé, tu cherches des boîtes à combien de pourcents par an à peu près ? Moi, je sais que avec l'outil qu'on utilise avec les Sequoians, nous, c'est du 11%. On est au-dessus. Moi, je cherche des boîtes qui font du 12% en moyenne sur 5 ans. Ouais, alors du coup, moi en fait, donc du coup, j'ai le critère sur 10, 5 et 1 an, et à chaque fois, c'est le même barème qui est appliqué. Ok, tu fais sur plus de 10%, ça sera 2 points. Entre 5 et 10%, ça sera 1 point. Et moins de 5%, ça sera 0 point. Alors, pour vous expliquer aussi, parce que nous, avec Roman, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai invité Roman, c'est qu'on est très chiffres, on est très quantitatif et on est très méthodique. Je pense que tu aurais fait un super prof en vrai. Dans l'éducation nationale, je pense qu'on t'aurait embauché direct. Et c'est vrai qu'on va regarder. Je suis pas sûr. Alors, attention, tu m'as dit que les profs de PS, toi aussi, ils t'avaient des petits soucis avec l'académie. Ouais, alors pas de petits soucis, c'est juste qu'on m'envoyait très très loin. Alors, forcément, mon tableau, j'avais du mal à le mettre à jour. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on était très très. Enfin, toi, j'aime vraiment bien ce que tu fais. D'ailleurs, je mettrai la chaîne de Roman dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais il est très méthodique, très pédagogique, et vous verrez que ces tableaux, c'est très carré. Là, tout ce qu'on dit, vous pourrez aussi le retrouver sur sa chaîne. Mais là, on en profite vraiment pour vraiment synthétiser tout ça. Et c'est vrai que toi, tu as vraiment, pareil, un tableau très méthodologique, très méthodique, avec un score croissance, un score temps, un score rentabilité. Moi, c'est comme ça aussi que je fonctionne. Et là, justement, sur ce que tu dis, toi, c'est le score du coup de croissance, j'imagine, où on est sur du coup la croissance annuelle du chiffre d'affaires. J'imagine que même les bénéfices, du coup, tu souhaites qu'ils soient en constante évolution. C'est ça. En fait, chaque critère, donc là, sur les 29 critères, tous les critères vont avoir un barème qui va être basé sur les S&P 500. Donc, à nouveau, quand ça va être... j'ai changé parce qu'avant, j'appelais ça bleu, mais on s'est rendu compte avec Sven que c'était un peu trompeur. Donc, on est passé sur du orange parce que l'orange, c'est proche du rouge. C'est ça. Quand c'est orange, ça veut dire que ça pue un peu. C'est moyen. Quand c'est rouge, c'est vraiment mauvais. Et quand c'est vert, c'est vraiment au-dessus du S&P 500. Donc, à nouveau, le S&P 500 est orange, a une note de 10 sur 20. Et l'idée, c'est de prendre tous ces critères et à la fin donner une note sur 20 pour avoir vraiment une première idée quantitative de l'entreprise. Et donc, j'ai un classement. Et là, en effet, comme toi, j'utilisais beaucoup de Google Sheets et donc, tu fais plein de formules et tout, c'est chouette. Et là, on est carrément passé sur une appli. Juste aujourd'hui, on est passé sur une appli. Et donc, ça fait trop plaisir de voir ces beaux tableaux bien clairs et que tu peux trier les entreprises. Mais oui, hyper important pour moi l'approche, d'avoir une approche très carrée là-dessus, parce que tu peux pas battre le marché par hasard. C'est-à-dire, si tu veux battre le marché, il faut vraiment sélectionner des entreprises où tu es sûr que tous les points sont bien respectés. Donc je suis désolé, tu voulais un truc simple, non, mais en même temps, voilà, je pense qu'il faut être assez exigeant dans la recherche. Et au début, tu commences avec quelques petits critères, et puis petit à petit, tu en rajoutes. C'est toujours pareil. Moi, au début, en 2017, mon critère, c'était le rendement en dividende. Voilà. Puis après, je me suis dit, ça serait bien quand même que le dividende il soit sécurisé. Donc je regardais le payout ratio. Voilà. Et puis après, je me suis dit,
dis quand même ça serait bien que l'entreprise elle ait un peu de croissance, tu vois, et petit à petit tu rajoutes des critères. Donc là on va tous vous les exposer en entier, mais évidemment c'est du travail. Et même ça c'est pas fini, c'est-à-dire que je continue toujours de faire des tests et d'essayer d'optimiser, de se dire tiens ce critère là pourquoi, et si on testait comme ça, tu vois. Donc ouais c'est passionnant et c'est toujours chercher à optimiser les choses, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, vraiment un tableau bien méthodique et de faire par rapport à des scores. Donc là, on a vu du coup chiffre d'affaires, les bénéfices. Du coup, en termes de bénéfices, du coup, parce que du coup, si on reste deux, alors est-ce qu'on peut le mettre sur un troisième critère ou du coup ça reste sur le deuxième critère? Donc pour moi, donc premier critère, la performance. Donc on a vu avec la 10 ans et la linéarité. Ouais. Deuxième critère, le chiffre d'affaires. Qu'à nouveau, on va mesurer avec la linéarité 10 ans, 5 ans, 1 an aussi. Et je prends en compte la future croissance du chiffre d'affaires aussi. C'est-à-dire il y a des estimations par des analystes qui sont faites sur la future croissance. C'est très important parce qu'on n'achète pas le passé, on achète aussi le futur. Donc c'est bien de voir que l'action a fait 10% par an sur les 10 dernières années. Mais est-ce que sur les 10 prochaines ou sur les 5 prochaines, généralement les analystes ils font des estimations sur les 3 à 5 prochaines années. Donc il y en a beaucoup qui disent oui, les analystes, c'est n'importe quoi, ils se trompent tout le temps. En fait, tu as des sites pour vérifier à quel point ils ont raison sur l'entreprise. Est-ce que tu as des sites comme ça justement pour nos auditeurs qui nous écoutent, par exemple justement pour analyser le chiffre d'affaires très simplement et sur aussi les prévisions futures? Ouais, alors j'utilise beaucoup de sites payants moi. Donc c'est vrai que je peux en conseiller certains. Moi j'aime beaucoup FastGraph, j'aime beaucoup. Là ce qui fournit notre appli c'est GuruFocus. Donc GuruFocus c'est très bien, mais c'est très très complexe. Il y a beaucoup de data, donc il faut aller savoir ce que tu vas chercher. C'est pour ça que moi j'ai voulu créer un peu ma propre app. En fait, tu vois, c'est que à force, en fait, j'utilisais tellement de sites. Franchement, je dépense. Je pense que je dois dépenser 10 000 € par an d'outils. Et en fait, c'est justement pour le particulier. Je me suis dit, c'est impossible. Au moment, parce qu'en fait, je trouvais cet outil-là et je me disais, waouh, il est super sur les dividendes. Puis je trouvais celui-là et je me disais, tu vois, SimpliSafe par exemple. Puis je trouvais FastGraph et je me disais, waouh, c'est super sur la valorisation. Mais il manquait toujours des pièces en fait. Waouh, GuruFocus, c'est hyper complet, mais c'est le bordel pour s'y retrouver. Et donc, au bout d'un moment, moi, je payais un peu tous ces logiciels et j'essayais de créer quelque chose de condensé. Regrouper tout dans un. Voilà, et regrouper tout pour que ça reste le plus simple. Mais du coup, en logiciel purement gratuit, du coup, comme ça, il y a rien qui me vient. Il y a des petits. Je pense que je mettrai dans l'épisode parce que je mettrai en commentaire. Il y a quand même des petits logiciels gratuits un peu américains où tu peux aller revoir les croissances du chiffre d'affaires. Donc après, il faut refaire un peu de calcul soi-même souvent. Après, il n'y a pas toutes les données, mais tu peux trouver quand même des choses. Je sais que sur Zone Bourse, ils font aussi des fois des prévisions. Alors par contre, sur Zone Bourse, ils ont un peu changé leur truc. Bon, pas pour les dénigrer, mais maintenant tu peux rester pas beaucoup de temps. Genre à un moment donné, quand tu passes plus d'une minute, t'as la restriction, t'es obligé de payer du coup. En fait, le truc, c'est que les données financières, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très difficile de trouver des sites gratuits parce que les données financières coûtent très cher. Ça coûte cher. Moi, ça me coûte GuruFocus, je leur lâche 6 000 € par an. Donc à un moment, c'est vrai que même moi, je suis obligé de proposer un produit. Donc j'essaie de proposer un produit qui soit abordable aussi pour le commun des mortels, tu vois. Moi la formation, je la propose à 300 € par an. Et l'idée, c'est de dire, mais je dis bien aux gens, 300 € par an, c'est intéressant si tu investis plus de 300 € par mois en bourse. Tu vois, donc c'est toujours pareil. Je pense que quand tu veux mettre de l'argent dans des outils, peu importe lesquels ils soient, que ce soit une formation, que ce soit des outils, etc., il faut t'assurer que le montant que tu investis en bourse est suffisant. Et je pense que quand tu commences, tu as seulement 50 € ou 100 € à mettre, c'est plus simple de commencer avec les ETF. Tu vois. Et ensuite, c'est seulement quand tu as un budget plus important que tu peux mettre un peu de budget pour avoir les outils. Et évidemment, chercher au maximum des outils un outil qui fait un peu tout en un pour éviter d'avoir à trop payer des outils à droite à gauche, quoi. Ouais, parce que bien sûr, tu peux pas récupérer ces données-là et les intégrer à ton Google Sheet. Tu es obligé de payer à un moment donné pour en avoir. Tu peux. Alors, il y a des astuces. Des fois, tu peux faire des essais gratuits. Moi, j'ai des mecs, ils font des machin. Tu peux faire des trucs comme ça, mais c'est pas. Tu sais, pour le long terme, c'est compliqué. Surtout qu'il faut remettre à jour ces données. C'est pour ça que, tu vois, nous, on s'est rendu compte que ça, c'était. Moi, j'ai passé énormément de temps sur la mise à jour des données avec Xven, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit non, mais en fait, il faut qu'on fasse un truc sérieux avec un développeur, payer une vraie API qui vient remettre à jour les données sur l'app, tu vois. Voilà. Maintenant. C'est ça. Je pense que c'est important quand tu commences à faire de l'action individuelle de trouver ton outil qui va te donner les infos les plus importantes pour toi. Et à nouveau, au début, tu peux commencer avec pas beaucoup d'infos et petit à petit, je pense que tu vas vouloir avoir des critères de plus en plus précis, quoi. Mais du coup, la croissance future, très important. Du chiffre d'affaires pour se dire combien les analystes pensent que l'entreprise va être capable de grandir. Donc là on est plus si on doit donner un deuxième critère, tu vois là j'ai mis chiffre d'affaires. Si on passe après sur de croissance, en fait c'est un peu le deuxième critère, vous pouvez le mettre sur un pilier croissance avec les bénéfices. Est-ce que les bénéfices du coup, parce que quel type de bénéfices est-ce que tu attends toi en termes de pourcentage? Donc, alors, bénéfices, attention, je ne traque pas les bénéfices comptables, donc ce qu'on utilise généralement pour le PER, le earning classique, c'est-à-dire je descends un peu plus bas, je ne m'arrête pas au compte de résultat, je vais dans sur le free cash flow, du coup, j'imagine. Le bilan des flux de trésorerie, etc. Pour prendre en effet le free cash flow. J'aime bien mesurer, alors je regarde souvent l'évolution de free cash flow classique, mais j'aime bien le mesurer aussi par action. Donc c'est bien d'avoir les deux parce que du coup le free cash flow par action, tu as la dilution ou au contraire le rachat. Donc en fonction de la politique de l'entreprise, tu peux voir un peu comment c'est une manière pour l'entreprise d'accélérer un peu ses résultats en rachetant ses propres actions. Donc ce que je regarde en effet, c'est le free cash flow par action. Et là, même système que pour la croissance du chiffre d'affaires, donc exactement pareil. La linéarité,
La performance sur 10 ans, la performance sur 5 ans, la performance sur 1 an et la future estimation de croissance. Le free cash flow, pour moi, c'est encore plus important que le chiffre d'affaires parce que le free cash flow, c'est vraiment ce qui reste dans la poche et donc c'est ce qui va concrètement nous enrichir. À nouveau, c'est le free cash flow qui va venir permettre à l'entreprise de refaire des investissements intéressants ou de verser un dividende. Un truc dont on ne parle pas assez en bourse, tu vois, je trouve, c'est que ce free cash flow, ce qui est génial par rapport à l'immobilier, un bien, il te reverse l'intégralité de son free cash flow. C'est ça, ouais. En bourse, une entreprise qui fait des bénéfices, elle va réinvestir en elle-même. Et donc, c'est ce dont on a parlé. Si elle fait une bonne allocation du capital et qu'elle fait des bons investissements, en fait, automatiquement, il faut imaginer un bien immobilier en fait, que tu achètes et qui construit, qui rajoute des pièces. Qui rajoute en gros des pièces au-dessus, genre, tu sais, qui vient rajouter de la hauteur, quoi. C'est ça, c'est ça. Tout à coup, tu as un nouveau salon et donc ton bien, du coup, il se loue plus 1000 euros, tu vois, il se loue 1200 parce que, tu vois. Et là, c'est vraiment, et c'est la force des entreprises. Et donc, j'aime bien qu'il y ait une partie, à nouveau, qui me revienne en dividende et j'adore le fait qu'il y ait une partie qui est réinvestie automatiquement sans subir aucune fiscalité à l'intérieur de l'entreprise. Et je sais que l'entreprise, c'est une bonne entreprise qui historiquement a fait des très bons investissements, des investissements qui sont très rentables. Et pour mesurer ça, justement, ça nous fait un je pense qu'on va aller directement sur le troisième, du coup. Parce que du coup, là, on en a dit pas mal. Alors, c'est vrai qu'on a mélangé pas mal sur le deuxième. Donc, c'est le performance 1, chiffre d'affaires 2, free cash flow 3 et le quatrième, le ROC. Donc, le fameux... Ah ok, tu pars comme ça. Ok, moi je mettais tout dans le 2 là, par rapport à ce que tu m'as dit. Tu vois, c'est les grandes familles. En fait, c'est les grosses familles. Les grosses familles que je traque. Pour moi, en gros, le deuxième critère, tu vois, c'était vraiment la croissance, chiffre d'affaires, bénéfices. Alors moi, je prends les bénéfices du coup, et après le free cash flow. Le free cash flow, un bon free cash flow, il fait combien en CAGR justement, comme on parlait par rapport au chiffre d'affaires? C'est-à-dire pour moi, c'est comme le. Alors évidemment, ça va être plus facile, surtout quand tu prends le free cash flow par action, de faire plus de 10% par an. Mais j'aime bien, je sais que 10% par an. En fait, généralement, si tu achètes une entreprise à un prix juste, si elle fait 15% par an de croissance sur son free cash flow, tu vas gagner 15% par an, en fait, sur le long terme, à nouveau. Ouais. Donc, du coup, d'ailleurs, c'est un truc que je dis toujours à mes clients aussi, c'est de dire, regardez pas ce que l'action a fait cette année, regardez les résultats en free cash flow qu'elle a fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas content parce que mon action, elle monte de 15%, je suis content parce qu'elle a généré 15% de free cash flow. Tu vois, parce que, à nouveau, si ton action, elle monte de 30 et qu'elle a fait que 15% de free cash flow, ça veut dire que la valorisation s'est étendue. Voilà, donc elle est un peu surévaluée. On est en train de se. Voilà. Au contraire, si ton action a fait moins 10, mais qu'elle a fait plus 15% de free cash flow, tu sais que c'est qu'une question de temps avant qu'au bout d'un moment, ça finisse par rejoindre. Sur le long terme, voilà, ça finit toujours par rejoindre la croissance des free cash flow. Et donc, c'est toujours important de valider que l'entreprise parvient justement à générer de plus en plus d'excédents de trésorerie parce que ça veut dire de plus en plus de dividendes, de plus en plus de beaux investissements à faire. Alors, justement, il y a une nuance à apporter à ça, c'est qu'une entreprise qui génère de plus en plus de flux de trésorerie, attention, elle peut aussi mal l'utiliser. Et nous, du coup, là, on va revenir, on veut des entreprises qui utilisent très bien, du coup, ces capitaux, très bien ces chiffres, très bien ces free cash flow. Et du coup, on retombe sur le ROC, le ROCE pour Return on Capital Employed. Ouais. Du coup, c'est sur retour sur les capitaux employés qui nous permet vraiment de mesurer comment est-ce qu'est utilisé l'argent de la boîte. Est-ce que c'est rentable? Comment est-ce qu'elle l'utilise concrètement? Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ça? C'est un des critères les plus importants. Pour Terry Smith, c'est un des critères, par exemple, les plus importants. Donc, il y a beaucoup de super investisseurs. Même Warren Buffett va souvent dire en fait que alors souvent, des fois, vous allez entendre de ROE. Donc, c'est le return on equity. Le ROCE, en fait, il va prendre l'equity, il va aussi prendre les dettes. Donc, c'est intéressant pour les entreprises qui peuvent avoir pas mal de dettes. Moi, je préfère prendre les deux parce que finalement, une entreprise, elle a deux manières de se financer via l'equity, via ses capitaux propres et via sa dette. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir avec l'intégralité de son capital, qu'est-ce qu'elle arrive à obtenir comme résultat. Petit problème avec le ROCE pour moi, c'est que c'est l'intégralité de son capital, mais c'est sur les earnings. À nouveau, pour moi, je t'ai dit les bénéfices, je t'en ai parlé un peu en off. Pour moi, le problème, c'est que c'est des bénéfices comptables qui peuvent être un peu manipulés. C'est-à-dire comptablement, on a pas mal de jeux qu'on peut faire avec les amortissements, les charges, les provisions. Ouais, c'est ça. Pour un petit peu dire en fait on a fait plus de earning que ce qu'il fallait, tu vois, et donc du coup je préfère les free cash flow parce que les free cash flow c'est plus difficile à manipuler parce que c'est une mesure des flux de trésorerie, donc qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, donc à un moment c'est plus compliqué. Donc du coup ce que je calcule c'est le ROC FCF. C'est ce que j'ai vu là sur ton appli, j'ai fait un ROC divisé par free cash flow. Voilà. Donc en fait c'est simple, c'est que normalement tu mesures à chaque fois, je sais jamais, tu sais, avec la division, des fois j'ai tendance à confondre. Il me semble que c'est capitaux, c'est earnings divisé par capitaux employés normalement. Et moi je fais free cash flow divisé par capitaux employés. Donc à nouveau, ce qui nous intéresse, c'est de savoir finalement avec tous les capitaux qu'avait l'entreprise, quel est le free cash flow qu'elle a pu générer. Et ce qu'on veut, évidemment, c'est une entreprise qui utilise très peu de capitaux et qui génère des superbes retours sur investissement. Parce qu'une entreprise qui vous dit j'ai gagné 1 million, mais ça m'a coûté 10 millions en pub, en capitaux, c'est-à-dire il a fallu que je récupère tout cet argent pour juste générer 1 million, c'est très mauvais, tu vois. Et donc, ce qu'on cherche, à nouveau, c'est un très bon retour sur investissement. Et généralement,
à nouveau, le ROCE va correspondre à peu près à la performance que tu vas faire en bourse. Ouais. Donc pareil, je cherche plus de 15% idéalement de ROC sur free cash flow. C'est une entreprise qui, à nouveau, met 1 000 € dans un projet et parvient à sortir 1 500 tu vois, de free cash flow. Et donc, elle utilise très bien son capital. Elle arrive à l'employer correctement dans les bons projets pour générer plus de bénéfices. Et forcément, c'est pour ça qu'aussi on disait qu'en fin de compte, les intérêts composés ne fonctionnent pas uniquement avec les dividendes. C'est souvent les actionnaires ils disent « Ouais, je fais fonctionner les intérêts composés grâce aux dividendes ». Non, vous n'avez pas que les intérêts composés avec les dividendes. Il y a aussi sur le réinvestissement du free cash flow dans la boîte sur ses rachats. Comme on disait, voilà, j'aime bien cette image-là, du coup je vais la réutiliser. Le fait de l'immeuble, rajouter un étage, un deuxième étage pour permettre de gagner plus de loyer d'enrichissement, pour vraiment s'enrichir sur le long terme. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne métaphore. En fait, moi j'essaie de parler parce que je sais que beaucoup de Français du coup sont pas du tout au courant. Là, je pense qu'on est avec des gens qui connaissent bien la bourse, mais c'est vrai que souvent pour introduire un peu la bourse, j'aime bien faire des comparaisons avec l'immobilier parce que l'immobilier c'est l'investissement préféré des Français et ils comprennent ce que c'est qu'un bien immobilier. Et en fait, il faut voir tous les investissements, il faut les voir comme des machines à imprimer de l'argent. Un bien immobilier, tu l'achètes parce que tu dis ça va imprimer de l'argent. Comment ça va imprimer de l'argent? De deux manières. Soit parce qu'il va y avoir des loyers, donc du coup il y a des gens qui vont rester dans ton bien et qui vont te verser de l'argent. Soit parce que le bien va s'apprécier dans le temps, parce qu'il est bien situé, etc. Et pour une entreprise en bourse, c'est pareil. Je me dis à chaque fois, j'achète une action qui va imprimer des billets et les billets qu'elle imprime, c'est ce fameux free cash flow. Et donc c'est ce free cash flow qui m'intéresse. Et idéalement, comme j'ai dit, donc il y a une partie qui te revient en dividende, donc c'est le rendement en dividende. Mais je regarde aussi le rendement en free cash flow quand je valorise une entreprise, parce que ce rendement en free cash flow, il m'indique aussi l'argent qui va être investi à nouveau pour agrandir les pièces et pour permettre à l'entreprise de générer encore plus de free cash flow dans le futur. C'est le ROCE, moi je le vois vraiment aussi, tu sais, parce que tu me dis le ROCE c'est aussi par rapport aux capitaux et aussi par rapport aux dettes. Pour revenir par rapport à l'immobilier, c'est vous empruntez à la banque, en gros vous venez vous endetter, mais est-ce que l'endettement que vous avez subi, enfin que vous empruntez, est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous l'utilisez bien? Moi je ne donne pas à n'importe qui cet argent, tu vois. Moi j'ai envie que quelqu'un, tu vois, puisse compound, bien réutiliser cet argent pour faire fonctionner les intérêts composés et vous enrichir. Mais il y avait une image comme ça en plus, je l'afficherai là sur l'écran. Vraiment, tu vois, une entreprise avec un faible ROCE comparé à une entreprise avec un ROCE plus élevé, 10% de plus. Tu vois vraiment la courbe exponentielle par rapport au gain, par rapport aux deux. Bien sûr, parce que ça veut dire que c'est très compliqué pour l'entreprise, d'ailleurs, il faut être honnête là-dessus, c'est très compliqué pour l'entreprise de continuer sans arrêt de réinvestir à des forts taux de retour, parce que ça veut dire qu'elle a trouvé quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est là qu'on arrive après dans les analyses qualitatives, c'est-à-dire souvent elle a une douve, elle a quelque chose qui protège, qui lui permet de réinvestir ses capitaux de la bonne manière. Donc oui, le ROCE, j'adore. Alors évidemment, c'est toujours un peu manipulable parce que les fonds propres de l'entreprise peuvent être diminués via des rachats d'actions, etc. Mais ça reste, je pense, le critère en fait avec lequel tu peux juger un management. C'est-à-dire si un management te dit nous on a fait des super investissements, on a super bien géré la boîte, ok, c'est quoi ton retour sur investissement à travers les capitaux que tu as utilisés, à nouveau via les dettes et via l'argent que tu as prêté les actionnaires, notamment lorsque les actions ont été émises. Voilà, quel est ton retour sur investissement finalement? Et donc c'est une super manière de le mesurer. Et moi je regarde donc à nouveau la moyenne sur 5 ans et je regarde aussi le ROC actuel. Et généralement je vais me faire un petit tableau quand je vais analyser une boîte pour voir un petit peu si les retours sur investissement restent stables dans le temps. Moi je trouve que c'est l'un des piliers aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs. À force de lire des bouquins, tu vois vraiment que la plupart des critères qui reviennent, c'est ROCE. Vraiment, mais c'est dingue, c'est le critère que je vois le plus souvent. Free cash flow. Un petit top 5 à la fin des critères qui, si je devais en garder que 5, tu vois, dans tous ceux que je te dis, en effet, je pense que le free cash flow et le ROC, les ROCE seraient dans les tops. Ouais. Et justement, tu nous parlais c'est un système qui est intéressant, je trouve. Alors dis-moi si tu es d'accord avec moi. Le critère que j'aime bien regarder, c'est le rachat d'actions aussi. Une entreprise qui vient racheter ses actions. Ça arrive, on y arrive. Justement, on va passer au 4e critère. Alors on se retrouve ou pas, toi? Alors moi j'ai un petit truc avant, c'est les marges que j'aime bien regarder. Donc évidemment, à nouveau, moi j'aime bien regarder les marges en free cash flow parce que les marges brutes et opérationnelles, c'est dans le compte de résultat. Je regarde aussi. Alors évidemment, j'aime bien regarder marge brute, marge opérationnelle. Donc brute, c'est une fois que tu as payé les coûts produits. Opérationnel, c'est une fois que tu as payé toutes les dépenses opérationnelles. Après, tu dois payer tes dettes. Après, tu as les impôts. Donc tu peux regarder différentes marges. La dernière marge, c'est la marge nette dans le compte de résultat. Mais tu peux aussi regarder la marge de free cash flow. Et en fait, la marge de free cash flow, c'est hyper simple. Tu prends le chiffre d'affaires et tu compares au free cash flow. C'est tout ce qui reste. Et c'est tout ce qui reste. Et donc là-dessus, c'est un critère qui peut faire un peu plus débat parce qu'il y a
quelques exceptions. Il y a des entreprises avec des marges faibles qui parviennent à faire des très belles performances en bourse. Ouais. Je pense à Costco, je pense à Amazon. Voilà, c'est des producteurs en fait low cost. Ouais. Et leur avantage compétitif, c'est justement de proposer des prix faibles. Donc du coup, pour eux, la marge, c'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Maintenant, c'est pas l'idéal parce que généralement, une entreprise qui fait des faibles marges, justement, elle se différencie par le prix. Donc ça veut dire que c'est plus concurrentiel. Parce qu'en période d'inflation, du coup, ça peut être beaucoup plus compliqué pour eux de garder cette marge-là. Parce que en gros, Costco, parce que c'est vrai que j'avais posté un post sur LinkedIn récemment et il y a un mec qui m'a dit ouais, les marges, c'est pas forcément inquiétant. Enfin, c'est pas forcément un critère unique à regarder parce que quand on regarde des marques comme Walmart ou comme Costco, bah, elles ont de très petites marges, mais elles arrivent à quand tu vois la courbe, elle est juste superbe, quoi. Walmart un peu moins. En fait, le retail c'est très compliqué et Costco c'est vraiment une des rares entreprises qui arrive à trouver un modèle. En fait, un modèle, ils ont implanté un modèle à abonnement dans leur warehouse et donc c'est pour ça que ça fonctionne. Donc à nouveau, là je fais de la spécificité. De manière générale, tu préfères avoir une entreprise qui a des marges très élevées parce que comme tu l'as dit, ça veut dire que tu es large, ça veut dire que tu es bien, ça veut dire aussi que tu as moins de concurrence parce que finalement, dans ta chaîne de valeur, si tu es capable à nouveau, si Apple est capable de vendre ses produits 2 fois ou 3 fois plus cher que Samsung, c'est parce que ils ont quelque chose que Samsung n'a pas. Oui. Tu vois, donc ça montre aussi que l'entreprise est assez forte généralement ses marges. Et en effet, en cas d'inflation, etc., bah, tu sais qu'au pire, elle perd 2%. Il y a encore plein d'argent dans les boîtes. Amazon, c'est un peu plus particulier parce que Amazon, et c'est aussi ça quand tu analyses une boîte, tu te rends compte qu'en fait, une boîte, c'est pour ça que les chiffres ne disent pas tout. Amazon, c'est 4 ou 5 business en même temps. Et donc, en fait, le retail, donc ce qui vendent les produits physiques, c'est à très faible marge. Et au contraire, toutes leurs services de cloud sont à des marges très intéressantes, à 30 ou 40%. Mais du coup, en moyenne, ça te fait qu'une marge de 3-4%. Ouais. Donc, tu vois, il faut aussi creuser pour comprendre un petit peu. Et en fait, Amazon, ils se servent du commerce pour alimenter le cloud et pour alimenter aussi la publicité. Donc, ils se servent d'un business à faible marge pour ensuite, derrière, aller gagner beaucoup d'argent sur un business qui a plus forte marge. Ça, donc, tu vois, pour dire les marges, c'est pas le truc... c'est pas le truc. Enfin, des fois, il faut creuser un peu pour mieux comprendre. Mais ça reste un critère que je trouve très intéressant et j'aime bien voir des boîtes qui ont des marges importantes. Et justement, par rapport à ces critères-là, toi, dès lors que tu as une boîte... Est-ce que tu sais directement, tu l'extrais totalement si elle ne rentre pas dans ton niveau de marge? Quelles sont tes fourchettes quand tu prends par exemple une boîte qui a un bon free cash flow, marge sur free cash flow? Ça correspond à combien de pourcentage? Et est-ce que si elle se retrouve sous justement cette marge-là, est-ce que tu l'extrais totalement dans ta stratégie? Pour l'instant, j'ai pas de red flag complet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun critère pour l'instant où je me suis dit s'il n'y a pas ça, j'achète pas. Sauf le dividende. C'est-à-dire s'il n'y a pas de dividende, pour l'instant, j'achète pas. Ça fait débat. Des fois, on regarde Google, on se dit ils vont peut-être pas tarder à en verser un. Mais je préfère attendre, tu vois, parce que dernièrement, on a eu des grosses boîtes en plus qui sont mis en verser un. On a Salesforce, on a Meta, on a Booking. Donc je me dis, voilà, j'ai quand même confiance qu'au bout d'un moment, le management finira par en verser un. Mais du coup, j'ai pas de red flag. Par contre, ce que je fais, c'est que du coup, j'analyse sur les 29 critères une note à la fin globale, qui est par exemple, donc, voilà, je vais avoir une entreprise qui va avoir 19 sur 20, une autre qui va avoir 18 sur 20. Et ensuite, je vais regarder pourquoi elle perd des points. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les problèmes, tu vois, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. C'est pas de savoir qu'est-ce qui va bien. Ce qui va bien, c'est super. Mais où est-ce que l'entreprise finalement fait un peu moins bien que les autres. Et donc, typiquement, si je vois, Costco qui a 18 sur 20 et quand je vois qu'elle a perdu 2 points à cause des marges, je vais me dire, ok, il n'y a pas de problème, en fait, c'est vraiment les marges et ça s'explique quand tu analyses le business. Tu vois. Mais je vais analyser que les boîtes qui ont plus de 15 sur 20. C'est ça ma limite, en fait. C'est-à-dire que j'accepte d'avoir quelques inconvénients, mais je n'en veux pas trop et je veux vraiment des boîtes, à nouveau, c'est le top. Sur un marché, tu vois, à 10 milliards, je crois qu'on a le top 7%. Donc, c'est uniquement le top 7% des boîtes qui sont les mieux, qui ont les meilleurs critères que je vais aller analyser plus en détail. Oui, ça permet vraiment de trier et puis de filtrer, quoi. Sinon, après, tu prends tout et autant faire comme le TF du S&P 500. Quoi. Et puis c'est très compliqué parce que, en fait, comme je te disais en off, une analyse, ça prend énormément de temps. Pour moi, je passe environ 50 heures pour analyser une boîte de fond en comble et de bien comprendre tout le business. Et donc, je suis obligé d'avoir un système qui me dit quelle boîte analyser en priorité. Et donc, ce système-là me permet de me dire, je trie les entreprises, je regarde celles qui ont les meilleures notes sur le système. Et du coup, ça me permet de me dire, c'est celle-ci que je vais analyser. Là, à l'heure actuelle, sur mon système, on a Mastercard et Visa qui ont 20 sur 20. Ensuite, on a MSCI qui fait les indices qui a 19 sur 20, Microsoft à 18 sur 20, Dollarama donc ça permet de trouver des pépites que je connaissais pas forcément. Tu vois, ça c'est une entreprise qui fait du retail au Canada. Donc tu sais, c'est les fameux magasins à $1. Donc tu vois, je connais pas du tout. Alors je m'inquiète un peu quand je dis retail comme ça. Je me dis, je sais pas si c'est très bon. Mais tu vois, ce système me permet de trouver des idées d'entreprise à aller analyser. Ensuite, on a Intuit 18 sur 20, Nemetschek 18 sur 20, Novo Nordisk 18 sur 20. Donc là, il y a pas mal d'entreprises que les gens qui font du quality investing vont pas mal retrouver. Puisqu'à nouveau, on utilise tous un peu les mêmes critères. C'est des critères qui reviennent beaucoup, quoi. Tu vois, Nemetschek, en plus, je l'avais analysé il y a quelques jours de cela avec justement les séquoiens dans le tableau. J'ai fait, elle est sympa celle-là. Tu vois, tournée, pareil, tu vois, à peu près la même note. J'avais 17,6.
Et je me suis dit, très intéressante, une boîte allemande là. Alors elle est plus sur l'architecture, elle sur immobilier. C'est ça. C'est très très sympa. Et ouais, quand tu vois les marges, quand tu vois l'évolution de la boîte, tu fais en fait c'est vachement intéressant. Et donc pour passer, est-ce que tu veux qu'on aille sur le dernier critère ? Ouais, alors on va terminer rapidement. Peut-être les autres critères, on va y passer rapidement. Donc niveau dépenses de l'entreprise, donc j'aime bien regarder que le management fait attention à son pourcentage de dépenses. Donc je vais regarder le capex qui est. C'est le capex que tu regardes. Le capex par rapport à l'operating cash flow, donc par rapport au cash flow opérationnel. Là on en rajoute beaucoup quand même. Alors. Combien l'entreprise met justement dans le capex, c'est important de voir qu'elle dépense pas trop dans ses dépenses. Alors c'est toujours compliqué le capex parce qu'en fait il y a une partie du capex qui est du growth capex, donc du capex qui est fait pour la croissance de l'entreprise, donc c'est plutôt sain. Et tu as du capex de maintenance. Et malheureusement, tu n'as pas de vraie manière de différencier les deux. C'est assez compliqué de différencier les deux. Tu ne peux pas différencier capex maintenance et capex. Tu as des formules mathématiques, mais c'est pas. En fait, l'entreprise va pas forcément il y a des entreprises qui le disent, qui disent voilà ce qu'on met en capex, mais la majorité vont pas le dire. Et donc c'est un peu à toi de savoir en gros. Donc moi je regarde plutôt le pourcentage de capex global et je regarde si c'est logique par rapport à. Donc c'est logique, tu vois, une boîte de tech qui investit beaucoup dans le cloud, etc. Comme Microsoft va avoir un capex plus élevé qu'une boîte comme Mastercard ou Visa où tous les serveurs sont déjà là, bien etc. Sûr. Mais je veux surveiller que ça soit pas trop important parce que il faut. Je pense que les deux doivent être corrélés. Enfin je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi. Il faut quand même que le capex augmente, mais il faut que ça suive aussi derrière en termes de croissance. Bien sûr. Et tu compares comment du coup ? Est-ce que tu prends capex avec le free cash flow ou tu fais capex chiffre d'affaires ? En fait, le free cash flow, tu sais, tu as l'operating cash flow, donc tu as le cash flow opérationnel et ensuite tu enlèves le capex. Et pour obtenir le free cash flow. Et donc ce que je compare, c'est dans l'operating cash flow, quelle est la partie qui part en free cash flow, quelle est la partie qui part en capex. Okay, ouais. Et donc moi j'aime bien les entreprises qui ont 10%, c'est ce qu'on appelle vraiment une entreprise qui est low en capital. Tu vois. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour continuer d'entretenir. Parce qu'à nouveau, une entreprise comme les chemins ferroviaires, ça rapporte pas mal d'argent et ça a des grandes douves. Par contre, il faut sans arrêt refaire les lignes et ça coûte très cher en termes de capex. Et du coup, ça peut être un défaut. Ouais, parce que ça, si on regarde bien, si on voit le capex augmenter, mais si on voit que la croissance par contre de la boîte stagne, là par contre, peut y avoir un problème. Ouais, il y a inquiétude. Et donc, ce pourcentage, il est intéressant. On pense à notre cher Mark Zuckerberg qui nous a fait justement l'inverse. C'est-à-dire au début, il a annoncé énormément de dépenses en capex avec son projet Metaverse. Et du coup, il mettait tout il y avait plus de free cash flow. Il mettait tout dans ce projet-là. Ouais. Et puis l'année suivante, il a dit bon, j'arrête. Ok les gars, j'arrête. Je mets tout en free cash flow. Et là, les gens, je verse un dividende. Et là, les actionnaires ont dit génial, etc. Donc attention parce que une boîte qui met 0% capex, je m'inquiéterais un peu aussi de me dire non, ça grandit pas. Il faut quand même avoir des projets et voir que la boîte a quand même des projets de développement, je pense. Sauf des boîtes qui ont des douves complètement inattaquables, mais généralement, faut quand même il y a quand même une partie à investir. Donc le capex, j'aime bien regarder. J'aime bien aussi regarder les compensations salariales. Donc, je te disais que dans le free cash flow, on ne peut pas le manipuler, mais en fait, il y a quand même une petite manipulation comptable qu'on peut faire. C'est qu'en fait, les compensations salariales, donc c'est en fait le free cash flow qui va être reversé aux employés sous forme d'actions. Ouais. Donc, tu travailles pour moi, par exemple, dans la boîte Méthode Trident. Je te file des actions au lieu de te payer en salaire. Donc, toi, tu es content parce que c'est la même chose et même limite, ça peut s'apprécier. Mais nous, en tant qu'actionnaire, en fait, la boîte te dit on n'a pas versé de salaire. On n'a rien payé, cet employé, il a travaillé gratuitement pour nous. Et en fait, non, tu lui as versé des compensations salariales. Donc là, il y a encore un espèce de flou. Donc moi, j'aime bien regarder des boîtes, notamment, c'est un gros problème dans la tech. Il y a des boîtes, c'est hallucinant. En fait, elles font 100 € de free cash flow et il y a 70 € qui partent dans des compensations salariales. Ah ouais, okay. Donc, il faut vraiment se méfier de ça parce que si tu regardes ton free cash flow en prenant en compte les compensations salariales ou si tu enlèves les compensations salariales, tu n'as pas du tout le même chiffre. T'as pas le même chiffre. Et du coup, sur certaines boîtes, ça fait une grosse différence. Et donc, moi, dans tous les calculs de valo et tout, j'enlève les compensations salariales parce qu'à nouveau, ça peut être. Tu te fais un peu avoir. À nouveau, c'est un truc qui peut être. C'est pas forcément négatif. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait de l'intéressement pour les employés. Mais à nouveau, tu achètes une boîte, tu espères quand même que l'argent va te revenir. Et s'il y a 80% qui part dans la poche des employés, et ça, tu vas en parler des boîtes qui font un peu n'importe quoi. Dans la tech, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, en fait, elles ne le font pas pour leurs actionnaires, elles le font pour les salariés. Ouais. C'est-à-dire qu'elles les rincent, tu vois, genre elles les rincent de A à Z. C'est pas du tout la culture d'Amazon d'ailleurs. Tu vois, Amazon, le capex, il va plutôt être utilisé pour remettre des camions, réinvestir dans les projets. Et ils sont assez. Jeff Bezos, tu sais, il disait on a arraché la porte du mur et on a fait une table et voilà, c'est notre table de bureau, tu vois. Mais tu as des boîtes, je pense à Google. Ils investissent dans des bureaux immenses. Ils ont un petit baby-foot, ils ont un massage, tu vois. Et ça, c'est l'argent des actionnaires, tu vois, ils ont des petits massages de spa. Donc, à un moment, et en plus, ils se font rincer. Enfin, il y a des mecs, tu regardes sur YouTube, il y a des gars, ils ont travaillé 5 ans pour Google.
ils font une exit, ils prennent, tu vois, ils avaient des actions et tout, et les mecs, ils sont multimillionnaires, quoi, tu vois. Et donc, tu as envie de dire, non, stop. Tu vois, il faut aussi être raisonnable. C'est bien de payer cher des employés, mais attention, que ça reste raisonnable. Ensuite, on a le fameux dividende. Donc, je regarde le nombre d'années d'augmentation consécutive, je regarde la croissance du dividende, je regarde le payout ratio, donc à nouveau le pourcentage qui est versé en free cash flow. J'aime bien, petit nouveau critère, j'aime bien regarder le pourcentage que l'entreprise utilise pour rembourser ses dettes dans le compte de résultat. Parce qu'évidemment, je vais éviter des entreprises qui se seraient beaucoup endettées, surtout avec les taux d'intérêt qui montent, et qui devraient rembourser trop de dettes, et du coup, qu'il leur resterait plus grand-chose. Et du coup, là, au roman, là, on dépasse vachement les 5 critères. Là. Ah ouais, je t'avais dit, j'en ai 29. Donc, non, voilà. Mais on va pas dire les... En gros, là, c'est vraiment les 5 essentiels. Donc, si on résume, les 5 essentiels, au final, ce que je regarderai le plus, je pense, c'est free cash flow. Et ROCE, moi, je pense que tu avais dit. Ouais, ROCE. J'aime bien la croissance du dividende aussi, parce que c'est un critère simple. À nouveau, une entreprise ne peut pas augmenter son dividende si elle n'a pas augmenté son free cash flow. Je suis d'accord par rapport à ça aussi. C'est par rapport au débat du dividende. Ça, moi, c'est vraiment un truc que j'essaie de combattre. C'est la croissance du montant du dividende. En fait, parce qu'on remarque souvent, tu vois, les gens qui disent ouais, mais le dividende n'enrichit pas l'actionnaire, etc. Mais quand on prend le rendement sur coût avec une boîte qui augmente son montant du dividende chaque année, on se retrouve avec un rendement sur X années qui peut être multiplié par 2, par 3, quoi. Bien sûr. Quand tu prends, tu vois, genre Warren Buffett qui a acheté ses actions Coca-Cola en 1988, et maintenant, quand tu vois le rendement, chaque année, il est à 100% de rendement. C'est-à-dire chaque année, Coca lui reverse la somme qu'il avait mis pour acheter les actions à la base. C'était 66%. Moi, j'avais vu 66% de rendement sur coût au niveau de sur Coca-Cola, mais c'est énorme. Quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a une vache à lait, tu vois, derrière, et c'est pour ça qu'il peut racheter autant d'actions d'ailleurs. Et c'est vrai que le montant du dividende est très très important par rapport à ça. Moi, le dividende, je l'aime aussi pour l'aspect. En fait, le problème avec le free cash flow, c'est qu'à nouveau, donc l'entreprise, on l'a dit, doit bien réinvestir. Ouais. Et ces free cash flow, ils doivent être bien valorisés par le marché. Tout à l'heure, on a dit l'entreprise peut avoir fait plus de 10% et l'action peut avoir chuté de moins 10%. Ça, c'est embêtant parce que imagine, tu es à la retraite et tu voulais retirer ton argent et tu dis ma boîte, elle a réussi, je devrais récupérer mes 10%. En fait, le marché a décidé autrement parce que, je sais pas, il y a une mauvaise nouvelle ou parce que. Voilà. Donc, sur le court terme, malheureusement, il peut y avoir beaucoup de fluctuations qui font que c'est plus difficile de vivre de la vente d'actions. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple en effet de se dire en fait je m'en fous de la valorisation parce que de toute façon je reçois mes dividendes. Et donc moi mon objectif ça a toujours été vivre à 100% des dividendes. Et s'il faut vendre un peu des actions, tu vois, s'il faut pour compléter, mais j'aimerais au maximum mettre l'accent plutôt sur le gain en dividende plutôt que la vente d'actions. Il y a une deuxième récompense aussi pour l'actionnaire. C'était, à mon avis, c'est notre dernier critère qu'on va souligner, c'est sur le rachat d'actions. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? On a des données historiques qui montrent très clairement quand tu prends le S&P 500 buyback, en gros le buyback, c'est-à-dire le rachat d'actions, comparé au S&P 500 basique, on voit vraiment qu'il y a une différence de performance. Est-ce que toi, ça rentre dans tes critères d'analyse ou est-ce que non, c'est... Si, je regarde en fait, plutôt que parler de rachat, je regarde l'action, en fait, comment évoluer le nombre d'actions en circulation. Et c'est vrai que ça peut surprendre au début parce qu'on se dit, en fait, on pense que le nombre d'actions il est fixe, mais en fait, il bouge en fonction de deux choses. Soit l'entreprise peut émettre des nouvelles actions, c'est notamment beaucoup le cas des REITs pour se financer, elles émettent beaucoup d'actions. C'est aussi le cas des jeunes startups en fait, qui pour dégager du capital vont émettre des actions. D'ailleurs, c'est intéressant quand une entreprise est à un prix élevé d'émettre des actions parce que ça leur permet de gagner énormément d'argent qu'elles vont pouvoir investir dans leur business. Mais ça, c'est plutôt, mais c'est plutôt négatif parce que toi, ça te dilue. Toi, tu es actionnaire, tu avais 100% de la boîte et tout à coup, tu n'as plus que 97%. On préfère l'inverse où tu as 100% et tu te retrouves à avoir 110% parce que la boîte a racheté ses propres actions et donc diminue le nombre d'actions en circulation, ce qui fait naturellement augmenter la valeur des siennes. Donc oui, moi je préfère de manière générale les entreprises qui rachètent, mais à nouveau, ça dépend un petit peu de la stratégie de la boîte, de où elle en est. Et le rachat d'actions, ce qui me dérange par rapport au dividende, parce qu'il y en a certains qui appellent ça d'ailleurs le dividende sans impôt. Sans impôt. Ce qui me dérange, c'est qu'il faut qu'elle soit faite au bon moment. C'est-à-dire que et malheureusement, ce qu'on constate, moi j'ai beaucoup étudié les rachats d'actions, c'est qu'en fait les entreprises le font au pire moment possible. Au pire moment, quand c'est haut. Quand il y a une crise, typiquement Covid, on arrête les rachats d'actions. Contrairement aux dividendes, d'ailleurs, c'est une grosse. En fait, les rachats d'actions, c'est plutôt le management qui décide à des moments opportuns, tu vois, quand il veut. Alors que le dividende, c'est plus un engagement. Donc moi, je préfère cet aspect engagement. Et le rachat d'actions, ce qui est embêtant, c'est qu'en effet, quand il y a une crise, alors je peux comprendre, l'entreprise se dit, ça se trouve, on va se retrouver, il vaut mieux faire des réserves et tout. Mais le problème, c'est que c'est dommage parce que ton action, elle est pas chère. Donc c'est à ce moment-là, il faudrait la racheter. Malheureusement, tous les patrons d'entreprise ne sont pas des Warren Buffett et ne comprennent pas forcément la valeur exacte de leur boîte. Et donc au contraire, quand la boîte elle monte, elles se disent, ma boîte c'est génial. Tu vois, ils sont un peu biaisés des fois dans leur investissement et ils vont racheter. Et là, c'est embêtant parce que tu rachètes à des prix très élevés les actions et donc tu fais une mauvaise utilisation du capital à nouveau. Tu préférais que l'entreprise, si elle rachète vraiment à un prix surévalué, tu préférais qu'à nouveau qu'elle te verse son dividende et que toi, tu ailles acheter une action qui soit plus sous-évaluée. Tu vois.
Clairement, je suis d'accord avec toi. Donc rachat d'action, très bien, mais il faut que ça soit équilibré. Ah oui, à quel moment? Et à quel moment ils l'ont fait historiquement? Est-ce qu'ils ont acheté au bon moment, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et justement, ça revient à tout ce qu'on a dit, tu vois, toute l'analyse quantitative. Est-ce que tu penses que pour battre le marché, est-ce que tu penses juste une analyse quantitative suffit pour faire mieux que le S&P 500 ou faire mieux qu'un MSCI World? C'est une bonne question. En vrai, oui. Alors, je te dirais oui parce qu'on a des ETF quantitatifs comme le MSCI World Quality qui bat le MSCI World. Ouais. Donc, et vraiment, les critères, là, on en a fait beaucoup et on est allé très loin. Et moi, je suis très poussé. Le MSCI World Quality, quand tu regardes les critères, c'est 3 critères. C'est 3 critères. C'est assez basique, en fait. Parce qu'eux, ils doivent l'automatiser sur énormément de boîtes. Donc, ils prennent des critères très simples. Donc, c'est bien la preuve qu'en prenant 3 critères, donc ils ont le retour sur investissement dont on a parlé. Ils ont la croissance des earnings. Donc, eux, ils utilisent les earnings, mais une croissance stable des earnings. Donc, ça, on en a parlé. Et enfin, un levier d'endettement qui n'est pas trop élevé. Je pense que c'est plus d'un point de vue marketing. Tu sais, ils veulent faire très simple sur le bandeau quand ils expliquent. Non, et à mon avis, à l'interne, ça doit être... Ouais, alors c'est un peu plus compliqué. Moi, je me suis intéressé à ça et d'ailleurs, je vais commencer à mon avis à faire des vidéos sur parce que je me suis intéressé à beaucoup de compositions d'ETF. Peut-être qu'un jour je lancerai mon ETF Trident, ça serait génial. Tu vois. Et en effet, souvent, c'est pas si compliqué que ça. En fait, ils appellent ça des Z-scores. En fait, ils vont scorer les entreprises en fonction. Donc, en effet, c'est un peu plus compliqué que juste dire voilà ce qu'on prend parce qu'évidemment, il faut derrière une formule mathématique. Mais je veux dire, ils n'utilisent pas tant de critères que ça par rapport à la note dont je t'ai parlé. Tu vois, il y en a beaucoup plus. Et donc moi, ce que j'aimerais tester. Pas sûr que je le fasse tout de suite, mais j'aimerais peut-être tester un portefeuille 100% quantitatif. Donc je fais mes critères et j'achète juste par exemple le top 10 ou le top 20 et je vois ce que ça donne, tu vois. Et je pense que les résultats seraient très bons. À nouveau, si les critères sont très bons, je pense que le résultat derrière peut être très bon. Maintenant, ce qui me dérange un peu avec ça, c'est que moi, je pense que parfois, je t'ai dit, les chiffres disent pas tout. Ouais. Et parfois, tu as certaines entreprises qui font des très bons chiffres, mais en fait, il y a un risque, tu sais, le Black Swan, il y a un risque très spécifique qui peut toucher cette industrie et qui, du jour au lendemain, peut tout arrêter. Ouais. Je te prends, je sais pas, si on prend par exemple une entreprise qui fait de la pharma, si jamais un jour il y a une annonce, tu vois, sur un médicament ou un truc, potentiellement tout peut s'effondrer, alors que l'entreprise avait des très bons résultats jusqu'à présent. Donc cet aspect analyse qualitative, pour moi, il est quand même important d'aller creuser la boîte et se dire, ok, elle a fait des superbes résultats sur les 10 dernières années, est-ce qu'elle va être capable de faire encore des superbes résultats sur les 10 prochaines? Donc à nouveau, quantitatif te permet de faire ce premier tri, ensuite qualitatif pour vraiment analyser le business et enfin la valorisation, s'assurer quand même que tu ne payes pas un prix qui peut trop cher. Alors moi, c'est la valorisation, j'ai toujours eu du mal parce que j'ai toujours pensé un peu à la manière de Warren Buffett. Est-ce que tu préfères acheter une entreprise bien évaluée mais une entreprise ordinaire ou est-ce que tu préfères payer une entreprise légèrement plus chère mais extraordinaire? Moi, je pars du principe que je préfère toujours acheter, enfin je ne sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que tu pars de quel principe? Toi, tu préfères acheter des entreprises cher mais extraordinaire ou moyenne à prix très bas? Évidemment, présenté comme ça, je vais te dire. Mais après, pour équilibrer le propos, justement, Warren Buffett, il a changé grâce à Charlie Munger. Ouais. Donc, c'était Charlie Munger qui l'a poussé à s'intéresser plus à la qualité des entreprises plutôt qu'à acheter des cigar butts comme le faisait son mentor Benjamin Graham. Mais typiquement, Charlie Munger disait aussi il faut qu'on définisse un prix juste parce qu'on ne peut pas payer un prix infini. C'est-à-dire que quand tu me dis est-ce que tu vas acheter une boîte plus chère, d'accord, mais combien de fois plus cher, tu vois? C'est-à-dire que si je te dis j'ai une super villa au bord de la mer à Maurice, etc., mais la villa elle coûte 150 millions. Faut pas abuser non plus. Ouais, voilà, c'est comme Nvidia en ce moment. Faut pas, non, mais voilà. Donc à un moment, il faut vraiment se poser, se dire, c'est quoi un prix? Qu'est-ce qu'on appelle cher? Qu'est-ce qu'on appelle pas cher? Mais pour répondre à ta question, de manière générale, en effet, je préfère payer un prix plus élevé. J'accepte de payer un multiple de valorisation qui est plus élevé parce que je sais que derrière, j'ai une entreprise qui est de bien meilleure qualité, qui va avoir une meilleure croissance et qui restera sûrement à des multiples élevés parce que la qualité se paye en bourse et donc généralement. Voilà. Mais attention, pas payer trop cher non plus. Il faut trouver l'équilibre. Alors, juste pour finir, Roman, j'ai un petit jeu qu'on va faire ensemble. Allez. Alors, juste avant de passer au petit jeu, je fais juste un petit appel à l'action. Là, tout ce qu'on a dit, on a fait plein de critères avec Roman. J'ai sorti une formation 100% gratuite où j'explique avec 24 critères comment analyser une entreprise. D'ailleurs, j'en ai analysé une de très bonne qualité. Donc, le lien, c'est entièrement gratuit pour vous inscrire. C'est dans la description. Et je vous mets également le lien de Roman si vous voulez voir sa chaîne, etc. Roman, est-ce que tu es prêt? En 30 secondes, tu vas soit me répondre donc par 2 réponses différentes.
au tac au tac. Ok. Et si tu sais pas, tu fais je sais pas et tu passes. Ok. D'accord? Donc tu as 30 secondes. Mais c'est oui, non ou c'est il faut répondre? Tu verras, en gros, je te donne. On teste la première question. Wow. Allez. Visa ou Mastercard? Allez. Mastercard, parce qu'il y a un peu plus de croissance. PEA ou CTO? CTO, parce que à 1% de performance en plus, on peut faire mieux que le PEA. On a 30 secondes. McDonald's ou Burger King? McDo, je dirais. McDo. Warren Buffett, surcoté ou sous-coté? Toujours sous-coté, je pense. Microsoft ou Apple? Microsoft, un peu plus de croissance. Action à dividende ou action de croissance? Action de dividende à croissance. Ah, très cher. ETF ou action? Action, du coup. Plus 10% en bourse, mythe ou réalité? Je pense qu'on peut le faire, réalité. Ok. Meta ou Google? Google. Intelligence artificielle, bulle ou pas bulle? Bulle sur certains segments. Ok. LVMH ou Hermès? Je suis pas très luxe. Ok. Arnaque, alors le trading, arnaque ou bon plan? Sur si c'est vendu en formation en story Instagram, arnaque, mais autrement. PepsiCo ou Coca-Cola? Allez, on va dire Pepsi. Un peu plus Les diversifié. dividendes enrichissent-ils les actionnaires, vrai ou faux? Vrai. Nike ou Adidas? Nike. Meilleur branding. Voilà, super. Bon bah pas mal déjà. Hey, Voilà, c'était merci, un petit jeu, franchement, voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est c'était intéressant. un peu toc, c'est la première fois que je le faisais, donc je pense que. Mais t'as vu, il y a eu certaines subtilités qui sont un peu plus. C'est Ah complexe oui, quand même. tu te dis, ouais, non, un peu plus compliqué. T'as forcément besoin d'un peu de justifier. Ouais, exactement. En tout cas, Roman, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vous mettrai toutes les informations de Roman dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, à vous abonner. Pensez à laisser votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, ce sera avec plaisir d'y répondre. On n'a pas pu tout faire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de critères, mais j'espère quand même que ça a donné quand même pas mal de petits critères intéressants. Merci Sony pour l'invitation, c'était très chouette. J'adore faire des rencontres comme ça à Paris. En plus, derrière, on discute, on se fait un petit resto et tout. Très chouette. Au plaisir, Roman. À bientôt. Ciao.